C'est dans une heureuse convergence des mémoires que, en cette année 2022, la Ligue de l'enseignement de la Guadeloupe a fait le choix d'une thématique forte, chargée d'interrogations à nos yeux, l'éducation inégalitaire, d'une part, et que l'île sœur Madagascar questionne à l'occasion du cinquantenaire de la révolution estudiantine disruptive de 1972, tragiquement réprimée dans le sang, dont l'enjeu fondamental était celui d'une école de l'égalité et de la justice sociale, Nishekul Tsinyangata. D'autre part, c'est dire combien nos peuples, si distants géographiquement, sont et resteront symboliquement proches, autant par leur histoire que par les interrogations légitimes des citoyens respectifs qui ont choisi de résister pour créer plus d'humanité face à ce qui apparaît comme la faillite de l'éducation. Aussi, merci de nous avoir donné, à travers un rapide overview, l'opportunité d'une historicisation de l'école à Madagascar, nous inscrivant ainsi dans une posture postcoloniale, celle définie par Homi Bhabha en 1994 dans ce bref extrait. La critique postcoloniale témoigne des forces inégales et inégalitaires de représentation culturelle qui sont à l'œuvre dans la contestation de l'autorité politique et sociale au sein de l'ordre mondial moderne. Cette posture donc nous permettra ici d'interroger les dispositifs, les mécanismes institutionnels dont les politiques d'éducation sont les points d'ancrage et l'école le symbole fort, face à une tendance doctrinaire de l'éducation, génératrice en réalité de profondes asymétries et de ruptures au sein de la société malgache. En d'autres termes, nous allons nous demander comment la société actuelle a pris corps et s'est construite, comment s'articule le travail des forces au niveau macro et micro des sphères décisionnelles, comment appareils et institutions sont entrés en jeu pour façonner cette éducation inégalitaire. Pour, au final, déconstruire les mythes, repenser les impensés, pour moins d'assujettissement, pour l'émancipation de nos sociétés. Aussi, l'inscription de nos recherches, réflexions, dans la gouvernementalité et la temporalité nous est apparue essentielle. Il nous faut préalablement camper la révolution de 1972, un devoir de mémoire et de compréhension. Le naufrage de l'école, dénoncé et combattu en 1972, a questionné la quête de l'utilité et la finalité de l'école malgache depuis sa création en 1820 à y regarder de près. Questionnons donc, à travers une stratégie de rupture, une attitude forgée par une culture contestataire, dans son acception positive, pour, en reprenant Paul Valéry, se réveiller d'une pensée qui dure trop. Cette rupture, constituée un moteur de réflexion, a montré le rôle central de l'école comme déterminant de l'exclusion majoritaire des populations à Madagascar. Comment donc se sont opérées historiquement les stratégies de stratification et d'exclusion? L'épistémologie de l'école à Madagascar convoque les profondeurs de l'histoire, ses conditions de production, et donc une prise en compte des rapports sociopolitiques, économiques, voire même, religieux, et de jeux de pouvoir multidimensionnels dès sa création. En effet,
Les différents dispositifs éducatifs ont été élaborés suivant des systèmes d'intérêt de pouvoir, de groupes statutaires particuliers, tant endogènes qu'exogènes. Pensez donc la problématique de l'éducation inégalitaire à Madagascar équivaut donc à cerner dans quelle mesure l'institution scolaire malgache a été un enjeu de pouvoir, un mythe, qui a eu la prétention discursive de répondre à des idéaux humanistes, civilisationnels, et entretenu par un jeu d'acteurs manifestes ou feutrés, mais cependant à l'origine de violences symboliques, sociales et politiques. Étape cruciale dans l'évolution de la dynamique culturelle de la société malgache, l'enseignement, au préalable, représentait déjà bien avant la colonisation en 1896 un enjeu de pouvoir. La naissance de l'institution scolaire malgache en 1820 a été le fruit de la configuration de 3 paramètres interdépendants. Les visées politiques modernistes de la monarchie merne, Antananarive étant le siège du pouvoir monarchique, l'évolution de la culture écrite à travers la codification de l'écriture dans le cadre du prosélytisme religieux chrétien, et l'expansion des dispositifs scolaires, notamment par les missionnaires protestants de la London Missionary Society, elle-même tributaire du contexte géopolitique et culturel du XIXe siècle. La géopolitique de la carte scolaire et les jeux de pouvoir de l'époque ont conclu à une véritable géostratégie de l'éducation, reposant sur un développement exponentiel des écoles d'église, primaires et populaires, par les missions religieuses protestantes anglaises, numériquement majoritaires, complétées ensuite par celles catholiques françaises et luthériennes norvégiennes, toutes en compétition. À l'actif de ces missions religieuses, un culte de l'école embryonnaire exceptionnel s'est alors progressivement sécrété dans cette région centrale, des Hautes-Terres centrales, et le pays Betsleo, cependant au détriment des autres régions de l'île. Ces écoles sont alors plus nombreuses et christianisées, là où la présence des missions confessionnelles est la plus forte. Missions conjuguant ambition prosélyte, politique, à savoir le contrôle des sphères du pouvoir monarchique, et commercial. Le nombre d'écoles d'église, c'est ainsi qu'on les appelait sur les Hautes-Terres centrales, aurait été alors en 1896 comparable à celui de l'Europe occidentale au moment de la colonisation. Quelques collèges supérieurs créés exclusivement à Tananarive ont été un dispositif, un creuset de l'élite aristocratique religieuse, politique, militaire, une élite nantie d'un capital culturel certain, un moyen de domination et de contrôle des individus par leur recrutement, leur enseignement, un vivier reproductif des oligarques des sphères de décision. Au sein du dispositif, la place de la langue comme objet de pouvoir pour la classe dominante est une évidence. Si, à cette époque, la langue malgache a en effet été la langue de l'enseignement et du prosélytisme religieux, au niveau primaire, la langue anglaise était quant à elle majoritairement la langue de l'élite, de l'aristocratie. L'évolution culturelle via l'assimilation de la langue écrite, vulgarisée suite à la traduction de la Bible, 1937, déployant discours, valeurs, concepts, construisait déjà le dualisme social représentatif entre une élite instruite, lettrée et christianisée, et une grande majorité, peu ou pas lettrée, sachant par la littératie
surtout écouter l'enseignement, la lecture de la Bible. Un certain culte du savoir scolaire, entendre surtout biblique, est apparu dans les régions scolarisées, supplantant progressivement certaines valeurs traditionnelles. C'est le prestige de l'intellectuel Avarapianarana, exclusivement masculin. Il s'accompagne progressivement alors du discrédit jeté sur le travail de la terre et des métiers manuels dans une société majoritairement rurale, agricole, se conjuguant à l'aggravation d'une éducation genrée d'inspiration victorienne. Au final, la probabilité du succès scolaire et de promotion sociale du malgache était fortement déterminée par les structures objectives, à savoir son appartenance sociale, géographique, économique et religieuse. Ces disparités, issues de la distribution inégale du réseau scolaire et religieux, donc, ont toujours persisté. Les asymétries héritées de la gouvernance scolaire des missions s'est effectivement perpétuée sous la colonisation. Le contrôle de l'élite reste l'enjeu primordial des pouvoirs successifs. Les asymétries de la carte scolaire à Madagascar ne trouvaient-elles donc pas ici leur source? Asymétrie cascadée sous la période coloniale et encore peu corrigée de nos jours. Le phénomène de reproduction, selon la théorie bourdieusienne, bien qu'il ne soit pas absolu, est dès lors opérant à Madagascar. Quid de la bourrasque coloniale anticléricale? En compétition avec le réseau relativement dense des écoles congréganistes historiques, protestantes et catholiques, un non-dit de la recherche, les gouverneurs coloniaux de la Troisième République française, majoritairement laïques, créent presque aussitôt les écoles indigènes au rabais dans une âpre guerre scolaire. C'est sur le terrain de l'école que se sont en effet affrontées les deux doctrines, foi laïque et foi religieuse. Par ailleurs, en mettant l'accent sur la formation professionnelle dès 1897, la colonie révèle ses réelles intentions. Former une main-d'œuvre, des contremaîtres des entreprises locales d'exploitation, dans l'intérêt de la métropole. Le système scolaire devait se garder de favoriser une classe de lettrés, de déclassés potentiels qui menaceraient l'établissement. Cela est réitératif dans les récits à travers les rapports des différents directeurs et inspecteurs coloniaux. Dès 1899, les écoles primaires indigènes se multiplient donc, complétées plus tard par quelques écoles régionales d'apprentissage industriel, agricole et ménagère, complétées par quelques écoles supérieures, l'école de médecine, l'école d'instituteurs Lemire de Villers, fournissant des cadres de seconde zone, des auxiliaires des cadres coloniaux. Elles pérennisent, tout en les exacerbant, les structures inégalitaires du système congréganiste précédent. L'école coloniale à deux vitesses, en rupture avec la culture traditionnelle, conforte alors le type de modèle culturel exogène, celui de l'ascension sociale d'une minorité de sujets par la promotion individuelle, le mérite scolaire, la compétence manuelle parfois, excluant par ces dispositifs une majorité populaire, urbaine et rurale, agricole, monolingue et malgachophone. L'école est restée pendant plus d'un demi-siècle une émanation du Fanzakana Vaja, pouvoir colonial blanc, dominant, variablement perçu selon les zones d'implantation.
Que penser en effet lorsque de nombreuses écoles dites officielles ont été ciblées par les résistants et incendiées dans les zones insurgées rurales lors de la guerre coloniale de 1947. La dernière importante réforme éducative coloniale, en 1951, issue de la conférence de Brazzaville de 1944, consacre l'apartheid scolaire malgache établi dès 1897. Elle consacre la radicalisation de la langue française dans l'enseignement, critère de sélection exclusive. Elle a vu l'émergence d'un groupe d'intellectuels malgaches, cependant, qui ont favorisé les bourses du gouvernement français, embryon d'une bourgeoisie administrative malgache, culturellement francisante, mais perpétuant ainsi l'exclusivité du savoir institué. Le concours de la mission laïque française dès 1899, lié aux loges maçonniques françaises, constituait un appoint dans la réalisation mythique du projet de francisation. Francisation sélective en réalité, puisque la langue française devait jouer, sur le plan de la rhétorique, exclusivement un rôle unificateur. Cette politique ne corrigeait donc que sensiblement les asymétries de la carte scolaire de l'époque monarchique, puisque l'enjeu restait le contrôle de l'élite, historiquement concentrée sur les hautes terres centrales. En somme, la colonisation, dans son essence, humaniste dans son discours, défendait une assimilation, un concept encore à interroger aujourd'hui, se réclamant de la pensée de Condorcet. L'égalité en éducation n'aurait-elle pas favorisé l'accès à la civilisation porteuse de lumière et de promesses, de progrès, quand bien même la réalité resterait têtue. Seule l'élite, les sujets français devaient être assimilés. Les moyens mis en œuvre n'ont tout simplement pas suivi. Ce sont ces incohérences avec les objectifs primaires de l'éducation, perpétués après la pseudo-indépendance de 1960 à travers les accords de coopération, traduction encore des principes de la conférence de Brazzaville de 1944, qui sont profondément remis en question en 1972. Aussi, l'educationscape post-colonial est-il plus égalitaire ? Le dysfonctionnement du système scolaire postcolonial et ses paradoxes se caractérisent de nos jours particulièrement par l'accès inégal à l'éducation sur le plan géographique, économique, socioculturel, par la défaillance du centralisme de l'État jacobin en tant que planificateur et gestionnaire de l'éducation, par la minoration des acteurs de l'éducation dans le processus décisionnel. Les graves disparités restent prégnantes aujourd'hui. Plus de 3 décennies a pris la mise en place des programmes d'ajustement structurel des années 80. L'avantage comparatif en termes de réseau d'écoles existants face aux autres pays africains au début du XXe siècle, conséquent à l'œuvre des missions et de la colonisation, ne cadrait déjà plus avec l'inefficience manifeste du système en 1972. L'évolution démographique, conjuguée à un plus grand accès à l'école,
des collectivités locales déshéritées, école démocratisée relativement selon les revendications, à la suite des revendications de 72, sous la période dite socialiste de 75 à 91, le cosmétique des réformettes des programmes d'ajustement structurel conclut à ce constat amer. L'école à Madagascar demeure en réalité dualiste. Celui d'une iniquité historico-politique de l'accès à l'école, aboutissant à l'iniquité par l'école elle-même, et celui d'un centralisme jacobin historique, caractérisé par une mauvaise gestion financière chronique et l'incapacité d'établir une vision historique et prospective du secteur. Ce sont là des pratiques disqualifiantes pour les populations déshéritées. La diglossie du bilinguisme soustractif français-malgache a été également génératrice d'une violence symbolique. Si le centralisme et son corollaire, l'accès inégal, semblent suffire à caractériser le paysage éducatif malgache, ils occultent cependant le basculement des rapports de force issus de l'adoption des commandements du consensus de Washington dans les années 80. Car en effet, l'imposition des programmes d'ajustement structurel évoqués accompagnait l'émergence et l'affirmation progressive du nouvel ordre économique, culturel, politique mondial, où l'éducation demeure un champ privilégié d'imposition. La rhétorique de la privatisation à outrance et les changements structurels brutaux conséquents sont parvenus à laminer à Madagascar un système éducatif largement discriminatoire. Car le statut de l'État supranational, évoluant vers celui d'acteur majeur dans l'éducation par ses injonctions, gel de recrutement des enseignants, cosmétique des réformettes, place privilégiée du français, gestion managériale, ce statut exacerba le naufrage de l'école publique, dont les premières victimes ont été, une fois de trop, les enfants des écoles rurales en général et certaines régions toujours numériquement majoritaires. S'interroger donc dans quelle mesure les nouveaux jeux d'acteurs, à travers les différents projets CRECED 1, CRECED 2, ou le dogme décennal, ou à travers le dogme décennal de l'éducation pour tous, au même titre que la réforme de 1951 ou de la loi d'orientation de 1978, ne perpétuerait-il pas une société malgache déjà historiquement gravement fracturée? Cette question légitime enrichit le champ de recherche qu'est l'économie politique de l'éducation, celle des processus de construction et d'imposition des nouveaux discours des organisations internationales, accompagnant des réformes pédagogiques et des conditionnalités. Nous rejoignons ici la théorie de Winocure sur la marchandisation et la financiarisation de l'éducation, celle de Van Zanten, de Le Goff, de Schreier. En 2016, seuls 16 élèves sur une cohorte de 100 au départ atteignent la classe terminale. L'enclavement séculaire de nombreuses régions reste gravissime dès lors que la paupérisation des populations atteint un seuil dramatique. Le français, langue étrangère,
d'enseignement, d'une population toujours majoritairement monologue et malgauchophone, une population appauvrie économiquement reste un handicap majeur. Serons-nous pour une dialogique enracinement et ouverture imaginée? Penser la pertinence d'une réorganisation structurelle plus égalitaire à venir, c'est poser un préalable central, celui de la conscience postcoloniale de la dimension micro-macro du mécanisme institutionnel au cœur du système social et politique, celui du maillage local global au sein duquel l'école reste un dispositif central. La théologie économique dominante de la globalisation, dans un monde désormais multipolaire, ou bientôt de nouveau bipolaire, a inévitablement fragilisé les populations. Les enjeux interculturels diasporiques, les diasporas à Madagascar contrôlant les leviers de l'économie, ces enjeux relevant des problématiques du multiethnisme, du multireligieux, du multiracial, restent à interroger face à l'explosion du numérique qui réduit temps, distance et réflexion. Comment échapper aux stéréotypes croisant différence, infériorité et subordination à Madagascar? Des évidences sont à admettre. La libération des imaginaires, encore inachevée, s'impose. L'amalgame étranger-oppresseur reste prégnant, car le malgache, non libéré d'un passé violent qui investit inconsciemment les corps, là nous invoquons Foucault bien sûr, subit encore aujourd'hui, entre autres, la prédation multinationale de ses ressources. Le credo mondialiste de l'ouverture au marché et aux cultures, corrélé à l'aggravation des asymétries sociales, interroge le futur du vivre ensemble dans un pays, un monde où le multiculturel semble être la norme. Questionner la problématique de la langue d'enseignement, à tort ou à raison, reste un point névralgique du système. Aussi, libérer le français du poids politico-historique, émotionnel, à travers une appropriation locale et contextuelle, n'exige-t-elle pas de repenser sa place dans le dispositif et sa fonction face à l'ordre mondial et l'hégémonie linguistique économique de l'anglais? Interroger la fonction et la fonctionnalité stratégique des langues dans une géostratégie potentiellement mutante aujourd'hui, plus qu'hier, exigera la réflexion sur un plurilinguisme utile, où la fonction d'une langue jusque-là objet de pouvoir sera définie selon son utilité sociale, déconstruisant ainsi un bilinguisme soustractif, historique franco-malgache. Comment se réinventer aujourd'hui? Ou comment réinventer l'école malgache? L'affrontement entre la logique locale privilégiant les relations sociales et les valeurs de groupe, la sagesse et l'expérience, d'une part, et la logique scolaire, issue d'un appareil d'État autoritaire, obéissant à des impératifs de rentabilité, ainsi qu'à un rapport au savoir dicté par le mérite et la compétence, a sécrété, et qui a sécrété, une violence plus souvent non dite, mais réelle, vécue par la société et reste à interroger.
Elle révèle un système bloqué, dominé par des tensions historiques qui ont maintenu les populations dans une culture de l'obéissance et de la soumission. L'émancipation d'un tel système est envisageable à travers des dynamiques dont les principaux acteurs, les enseignants, les populations, les forces sociales indifférenciées, les enfants du terroir, se réapproprieraient l'école sur la base de la logique collective des communautés locales et l'interpellation de la société civile. L'empowerment des acteurs ne peut être qu'une libération de l'imaginaire par un désapprentissage de la peur, une vision, une réinterprétation des valeurs conjuguée à la nécessité d'une dialectique cathartique, libération, création, une dialectique réaliste et vivante. En valorisant l'oralité dans les trésors des expressions artistiques encore très vivaces dans le milieu, cette posture est impérative aujourd'hui, au risque d'exacerber les fractures internes déjà profondes. Et parmi ces expressions artistiques, je relèverai au passage le fameux iragashi ou encore le kabare, où la priorisation est d'abord à la musique et à l'oral. En somme, et au verbe si vous voulez, en somme, les recompositions possibles peuvent suivre deux directions. La première serait la capacité de l'État à négocier sa souveraineté au-delà des impératifs du dogme néolibéral productivité, efficience, rentabilité, et le devoir de la réciprocité et la régulation des marchés à l'échelle internationale face à un ordre éducatif local et mondial inégalitaire. La seconde serait axée sur le développement solidaire, responsable, conjugué à l'empowerment des sociétés. En clair, dans une posture post-coloniale, déconstructive, démystificatrice, critique, et donc beaucoup plus prospective, il s'agit de faire le deuil d'une vision univoque, toujours restrictive de l'histoire de l'éducation scolaire, au-delà d'une historiographie missionnaire et coloniale encore prégnante, et celle aussi techniciste, économiciste, managériale, des partenaires techniques et financiers. Cette posture ne peut s'autoriser par ailleurs à évacuer des problématiques réelles, celles des récits, des pratiques, des représentations invalidantes, aussi tenaces par ailleurs, sur le sexe, le genre, la classe, véhiculées par des discours idéologiques, autant des hiérarchies ecclésiastiques de toute obédience confondues, là où s'observe aujourd'hui un regain statistique exponentiel de leurs écoles, de leur littérature, que des récits des forces révisionnistes du capitalisme marchand, notamment à travers la sacro-sainte privatisation de l'enseignement et de la formation exclusive,
qui pénalisent l'émancipation de la majorité. Réfléchir sur l'école, c'est fondamentalement réfléchir sans artifice, lucidement, libéré des forces de domination plurielles qui travaillent. C'est réfléchir sur la philosophie de l'éducation, c'est réinventer les valeurs qui sous-tendent la culture scolaire. Quelle école? Pour quels enjeux? Au bénéfice de qui? Programmes, pédagogie, didactique s'imagineront dans la cohérence harmonieuse des enjeux, des objectifs, des pratiques et dans une décentralisation volontariste des infrastructures à Madagascar. Faut-il conclure? Depuis sa création, l'enjeu de l'institution scolaire demeure à Madagascar celui de la production-consommation dans ses déclinaisons historiques, dont la configuration dominante aujourd'hui est celle de la multiplication des échanges de toute nature, mais qui, comme l'a montré Samir Amin, est en réalité une défense de l'échange inégal séculaire. Oui, le mot d'ordre reste aujourd'hui silence, on paie, aggravant les asymétries sociales, aggravant le désajustement des liens sociaux, comme le dit Tonda, l'assujettissement structurel et psychologique d'une grande majorité de la population, aggravant la profonde apathie politique d'une population tétanisée par les contentieux d'une histoire délibérément assurée. Un drame social qui interpelle. Aujourd'hui, face à la domination d'un modèle éducatif dont l'école reste le lieu symbolique fort dans l'imaginaire social et entretenu par des diverses forces en présence, a fortiori à la veille de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation, revisité par le ministère de l'Éducation nationale actuel et puissamment soutenu par les partenaires techniques et financiers, il me semble essentiel d'imposer la force et la capacité de débusquer, comme nous l'avions fait, la réalité du politique derrière l'écran de fumée de la propagande idéologique séculaire de cette école à Madagascar, dans une posture, dans une approche postcoloniale, rigoureuse, dépassionnée. Car, au-delà de la générosité des discours, autour d'une institution malade, celle de l'école anti-développement, pour reprendre notre auguste aîné Kizerbo, il s'agit de pourfendre une conception doctrinaire de l'éducation, pourfendre une institution plus que jamais aujourd'hui soumise officiellement à une logique mortifère de productivité, marché, finance, une institution qui pulvérise l'être. Faut-il croire à l'utopie d'une démocratie vivante de l'égalité, de la justice, de la fraternité, de l'humanité? Oui, plus que jamais. L'école malgache aujourd'hui ne s'inscrirait-elle pas au-delà d'un mythe? Qu'importe, car, comme le rappelle Frantz Fanon, je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, 1952.
Singing, he was a cat,